Avez-vous déjà travaillé toute votre vie d'adulte pour quelque chose, pour ensuite voir la personne qui est censée vous aimer regarder ce que vous avez accompli et dire « c'est bien ». Non pas parce qu'elle ne comprenait pas à quel point c'était difficile, mais parce que pour elle, ce n'était tout simplement pas assez. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une femme qui a réalisé que son succès serait toujours mesuré à l'aune de quelqu'un d'autre. Elle a pris une décision silencieuse qui a défait tout un avenir. Avant de commencer, si vous êtes attiré par les histoires de force tranquille, de prise de conscience émotionnelle et du moment où quelqu'un se choisit enfin, assurez-vous de vous abonner, d'aimer et de rejoindre cette communauté. Maintenant, commençons. Je m'appelle Lena Whitford. J'ai 33 ans, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru que si je travaillais assez dur, discrètement, avec constance, sans drame, tout le reste finirait par se mettre en place, l'amour, la stabilité, le partenariat, le genre d'avenir que l'on n'a pas besoin d'expliquer ou de défendre. Mardi dernier était censé être la preuve que je ne m'étais pas trompé. Je travaille dans la finance d'entreprise. Ce n'est pas tape à accent grave l'œil. Pas de publications inspirantes sur LinkedIn, pas d'histoires spectaculaires avant-après, juste des chiffres, de la pression, de longues heures, et l'attente que si vous faites une erreur une seule fois, vous n'aurez pas de seconde chance. J'ai commencé comme analyste juste après l'université, il y a 11 ans. Depuis, j'avais vu des gens me passer devant, faire un burn-out, s'effondrer ou disparaître discrètement. Je suis resté. J'ai travaillé 70 heures par semaine. J'ai manqué des anniversaires, des voyages, des pans entiers de ma vie. Alors, quand mon téléphone a sonné mardi dernier après-midi et que mon patron a dit « Félicitations, directrice principale », j'ai dû m'asseoir. Un bureau d'angle, une véritable autorité. Un salaire de base de 185 000 $ plus une prime. Le genre de chiffre qui ne change pas seulement votre compte en banque, il change la façon dont les gens vous parlent en réunion. J'ai quitté le travail plus tôt pour la première fois depuis des mois. Je me suis arrêté dans une boutique spécialisée et j'ai acheté une bouteille de vrai champagne français, celui que j'avais toujours dit être pour un jour. J'ai acheté des fleurs sur un coup de tête. Rien d'extravagant, juste quelque chose de propre, simple, élégant. Je voulais que ce moment ait un air de maturité, de mérite. Parce que ce n'était pas seulement ma victoire, c'était censé être la nôtre. Mon fiancé, Marcus, et moi étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. Nous devions emménager ensemble le mois prochain dans ce que je pensais être l'appartement de nos rêves. Vue sur la ville, lave-linge et sèche-linge dans l'unité. La deuxième chambre qu'il n'arrêtait pas d'appeler « notre futur bureau ». L'endroit qui l'obsédait depuis des mois. Un petit contexte sur cet appartement, car il est plus important que je ne le pensais à l'époque. J'avais déjà signé le bail 2 semaines plus tôt, premier mois, dernier mois, dépôt de garantie. 11 400 $ prélevés sur mes économies. Le bail comprenait une clause d'annulation de 14 jours. Je me souviens l'avoir noté en passant, de la même manière qu'on remarque un panneau de sortie de secours sans s'attendre à en avoir besoin. À l'époque, cela semblait être une formalité, un détail technique, quelque chose pour les gens qui doutent de leurs grandes décisions. Je ne pensais pas faire partie de ces gens-là. Je suis rentré vers 17 h. Marcus était sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Je suis entré, tenant le champagne et les fleurs, souriant probablement comme une idiote. Devine qui vient d'être promue directrice principale, ai-je dit. Il a levé les yeux, a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était le genre de sourire que les gens utilisent quand ils attendent plus d'informations. C'est super, chérie, a-t-il dit. Directrice principale de quoi déjà? De la finance d'entreprise, ai-je dit. Même département, juste enfin au sommet. J'ai ri un peu, essayant de garder un ton léger. C'est une grosse affaire. Bureau d'angle. Augmentation significative. De combien, a-t-il demandé. 185 000 de base, plus la prime. Il a hoché la tête lentement, a posé son téléphone. C'est bien. Bien. J'ai attendu, tenant le champagne légèrement en l'air, comme un signal qu'il avait manqué. Je pensais qu'on pourrait fêter ça, ai-je dit. Aller à ce restaurant italien que tu aimes, celui avec les pâtes à la truffe. Bien sûr, a-t-il dit. Ouais, ça me va. Il a repris son téléphone, puis a fait une pause comme s'il se souvenait de quelque chose d'important. Tu sais, a-t-il dit, mon ex, quand elle est devenue associée dans son cabinet, elle n'avait que 30 ans.
pleine participation au capital. Elle gagnait près de 400 000 au moment où nous avons rompu. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je suis resté là, le champagne dans une main et les fleurs dans l'autre, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Je ne dis pas ça pour être méchant, a-t-il continué, son ton calme, presque didactique. Je dis juste que ta promotion, c'est bien. C'est une étape, mais ce n'est pas exactement impressionnant. Impressionnant. Tu as 33 ans, a-t-il ajouté. Tu devrais probablement être plus avancé maintenant. J'ai posé le champagne sur le comptoir avec précaution. J'ai mis les fleurs à côté. Notez, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Ne sois pas comme ça. Je suis juste honnête. N'est-ce pas ce que nous sommes censés faire? Être honnête l'un avec l'autre. Tu as raison, ai-je dit. L'honnêteté est importante. Je suis allé dans la chambre et je me suis assise sur le bord du lit. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. 20 minutes, peut-être plus. J'ai fixé le mur comme s'il pouvait m'expliquer quelque chose si je le regardais assez attentivement. Depuis le salon, j'entendais la télévision s'allumer. Une émission familière, des rires, le son de quelqu'un de complètement imperturbable. Voici la partie qui m'a surprise plus tard. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais vide. En une seule conversation, l'homme que j'étais censé épouser avait pris la meilleure nouvelle de ma carrière de 10 ans et l'avait réduite à « bien ». Il m'avait mesuré à une femme de son passé, sans qu'on le lui demande, nonchalamment, et m'avait jugée insuffisante. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de me repasser ces mots en boucle, comme une mauvaise ligne de compte que l'on n'arrive pas à justifier. Ta promotion ne m'impressionne pas. Tu devrais être plus avancé maintenant. Comme si j'étais un actif sous-performant. Le lendemain matin, Marcus est parti travailler comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur la joue. A mentionné que nous devions regarder des meubles pour le nouvel appartement. M'a demandé si je préférais le noyer ou le chêne. L'appartement à $3800 par mois pour lequel j'avais signé. Seul. J'ai regardé la porte se refermer derrière lui et je suis resté là, dans le calme, prenant soudain conscience de la force du silence quand il vous dit enfin la vérité. Sur le comptoir de la cuisine, mon ordinateur portable était ouvert. Le contrat de location était toujours affiché de la veille au soir. Je n'avais pas l'intention de le relire. Mes yeux se sont posés une fois de plus sur la même ligne. Clause d'annulation de 14 jours. Pour la première fois depuis l'appel de promotion, ma poitrine ne s'est pas sentie serrée. Elle s'est sentie claire. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Je n'ai pas confronté Marcus ce soir-là. Non pas parce que j'avais peur de la dispute, mais parce que je savais déjà comment ça se passerait. Il s'expliquerait calmement, raisonnablement. Il me dirait que je prenais les choses trop à cœur, que je déformais ses paroles, qu'il essayait juste de m'aider. Et d'une manière ou d'une autre, à la fin, je m'excuserais d'être sensible au lieu de me demander pourquoi mon succès avait eu besoin d'être corrigé. Alors je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond, écoutant sa respiration à côté de moi, régulière, sans trouble, tandis que mon esprit tournait en rond. Pas impressionnant. C'est la désinvolture de ce mot qui blessait le plus. Pas crier, pas jeté comme une arme, juste énoncé, comme un fait qu'il supposait que nous comprenions tous les deux. Au matin, je n'avais toujours pas dormi. Marcus s'est levé le premier, a pris sa douche, s'est habillé, a traversé l'appartement avec l'aisance de quelqu'un qui se sentait complètement chez lui. Il s'est penché, m'a embrassé sur la joue et a dit « On devrait regarder des tabourets de bar pour le nouvel appartement ce soir. L'îlot est plus grand que celui-ci. » Je l'ai regardé partir, puis je me suis assise à la table de la cuisine bien après que la porte se soit refermée. Mon café a refroidi. Le champagne de la veille était toujours sur le comptoir, intact. Les fleurs avaient déjà commencé à se faner sur les bords. J'ai ouvert mon ordinateur portable sans vraiment y penser. Le contrat de location s'est chargé automatiquement, toujours ouvert de la veille. J'ai fait défiler le paragraphe sur l'annulation, puis je suis remonté, je l'ai relu, plus lentement cette fois. 14 jours, sans pénalité, remboursement complet. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'étais pas encore prête à décider quoi que ce soit, mais quelque chose avait changé. Un recalibrage silencieux, comme quand on se rend compte qu'on a lu la carte à l'envers. Le reste de la journée s'est passé dans un flou.
Marcus m'a envoyé un texto du travail, tu as vu le canapé que j'ai envoyé? Je pense à un gris anthracite. Aussi, tu veux la deuxième chambre comme bureau ou comme chambre d'amis? J'ai répondu par des réponses courtes. Ça a l'air bien. Les deux me vont. On en reparlera plus tard. Il n'a rien remarqué d'anormal. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans sa version des faits, il venait juste d'être honnête avec sa partenaire. Et les partenaires honnêtes ne partent pas pour une seule conversation. Ce soir-là, je me suis surprise à repenser à des choses que j'avais ignorées auparavant. La façon dont il levait les yeux au ciel quand je parlais du stress au travail. Comment il vérifiait son téléphone pendant que je racontais mes histoires mais attendait toute mon attention pendant les siennes. Les commentaires sur son ex qui revenaient un peu trop souvent, toujours présentés comme une motivation. Elle avait réussi plus jeune. Elle avait de meilleurs instincts. Elle avait su le pousser. Je n'avais jamais été en compétition. Je n'avais jamais pensé que j'en avais besoin, jusqu'à maintenant. Ce soir-là, Marcus m'a demandé si je voulais commander à emporter. J'ai dit que je n'avais pas faim. Il a haussé les épaules, a commandé pour lui et a mangé sur le canapé en parcourant des annonces de tapis. Je l'ai observé depuis l'embrasure de la porte et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé. Il n'était pas cruel. Il était convaincu d'avoir raison. Et cela signifiait que ce n'était pas une question de mauvaise journée, d'insécurité ou de stress. C'était sa façon de voir le monde. Sa façon de mesurer les gens. Sa façon de m'avoir mesuré depuis le début. Je suis allé me coucher tôt, seul. À un moment de la nuit, il s'est glissé à côté de moi et a passé un bras autour de ma taille. C'était inconnu, lourd. Je n'ai pas bougé. J'ai fixé l'obscurité et j'ai pensé à l'appartement avec la vue sur la ville. Celui pour lequel j'avais signé avec mon propre argent. Celui dont il parlait comme s'il était déjà à lui. J'ai pensé à la facilité avec laquelle ma décennie de travail avait été réduite à un critère que je n'avais pas atteint. Et je me suis posé une question que je ne pouvais plus ignorer, s'il me voit comme ça à mon meilleur, que se passera-t-il la première fois que je prendrai du retard? La réponse est venue doucement, mais elle était très claire. Au matin, je savais que je n'étais pas en colère. J'en avais fini d'attendre d'être assez impressionnante pour quelqu'un qui regarderait toujours au-delà de moi. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade, non pas parce que je ne me sentais pas bien, mais parce que j'avais besoin d'une journée sans bruit, sans la voix de Marcus façonnant la pièce, sans sa version de la réalité s'imposant à la mienne. L'appartement semblait différent à la lumière du jour, plus petit, comme s'il avait déjà commencé à rétrécir autour de la vie qu'il concevait à l'intérieur. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et le bail de nouveau affiché. Je me suis dit que je le relisais simplement, que je ne prenais encore aucune décision. Mais mes yeux sont allés directement au même paragraphe, toujours valable, toujours clair, toujours mien. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le bureau de la gestion immobilière. Ma voix semblait plus stable que je ne le sentais. « Bonjour », ai-je dit. J'appelle au sujet d'un bail que j'ai signé il y a 12 jours. Je voulais confirmer la politique d'annulation. La femme au bout du fil était efficace, polie, sans émotion. Oui, a-t-elle dit. Vous êtes toujours dans la fenêtre de 14 jours. Remboursement complet de tous les dépôts. Le traitement prend 5 à 7 jours ouvrables. Souhaitez-vous procéder? C'était là. Pas de drame, pas de jugement, juste un choix. Oui, ai-je dit, veuillez annuler le bail. Elle a confirmé mon email, m'a remercié. C'était tout. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas ressenti de soulagement. Pas encore. Je me sentais silencieuse, comme une pièce après que les meubles ont été enlevés. À midi, j'avais trouvé un studio à 15 minutes de mon bureau. Un immeuble plus ancien, de la moquette beige, des appareils qui semblaient avoir survécu à au moins 2 décennies de négligence. La salle de bain avait de minuscules carreaux hexagonaux qui ne seraient jamais entièrement propres, peu importe à quel point on frottait. 45 mètres carrés, 1200 $ par mois, charges comprises, de mois en mois. Ce n'était pas ambitieux, mais c'était à moi. J'ai signé les papiers cet après-midi-là, payé 2400 $ au total, premier mois et dépôt. En retournant à ma voiture, le contraste m'a frappé de plein fouet. 11 400 $ que j'avais failli donner pour un style de vie qui m'obligeait à continuer de faire mes preuves. 2400 $ pour la paix. Ce soir-là,
je suis retourné à l'appartement que Marcus et moi partagions depuis 1 an et j'ai commencé à faire mes valises. Juste mes affaires, les vêtements que j'avais achetés, les livres que j'aimais, l'électronique que j'avais payée, les articles de cuisine que j'avais apportés quand nous avions emménagé. Chaque carton semblait délibéré, ancrant. Il est rentré alors que je chargeais les derniers cartons dans ma voiture. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il demandé, la confusion se muant en incrédulité. « Je déménage » ai-je répondu. Il a ri une fois, un rire court et incrédule. « Tu déménages » ? On emménage dans le nouvel appartement dans 3 semaines. Non, ai-je dit. Je déménage dans un studio, seul. Son expression a changé. L'agacement, puis quelque chose comme de la pitié. C'est à cause d'hier, n'est-ce pas, a-t-il dit. Tu réagis de manière excessive. Je réagis, ai-je dit. Il y a une différence. J'étais juste honnête, a-t-il dit, exaspéré. Et honnêtement, je ne suis pas impressionné par la façon dont tu gères ça. J'ai fermé le coffre et je l'ai regardé. Mon ex de l'université pensait que j'étais remarquable, ai-je dit calmement. Il croyait en moi avant que j'aie quoi que ce soit à montrer. Il ne gagnait presque rien en travaillant dans le non lucratif, mais il me faisait sentir que j'avais de l'importance. Il m'a regardé, stupéfait. Je suis juste honnête, ai-je ajouté. N'est-ce pas ce que nous sommes censés faire ? Il n'a pas ri cette fois. Je suis monté dans la voiture et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas pneumatique dans mon nouveau studio. La pièce sentait légèrement le chat du locataire précédent. Les murs étaient fins. Le lampadaire extérieur vacillait, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. L'annulation du bail a été traitée le lendemain. Mes dépôts étaient déjà en route vers mon compte. Marcus ne le savait pas. Il pensait que nous emménagions toujours ensemble, que nous planifions encore, que nous construisions encore. Il m'a envoyé des textos sur les couleurs de peinture, l'agencement des meubles, m'a demandé si je préférais un canapé d'angle ou un canapé simple. J'ai répondu poliment, vaguement, ça a l'air bien. On verra. Parlons-en plus tard. Je savais que je devais mettre fin à tout ça proprement, directement. Mais une partie de moi, juste une petite partie honnête, voulait qu'il se tienne dans cet immeuble de luxe avec ses certitudes et voit ce qui se passe quand on traite quelqu'un comme s'il était remplaçable. Était-ce mesquin ? Probablement. Est-ce que ça m'importait ? Pas le moins du monde. La première semaine s'est déroulée tranquillement. Trop tranquillement. Je suis resté dans mon studio, déballant lentement, délibérément, comme si je m'apprenais à exister dans un espace plus petit sans me réduire. J'ai empilé les livres sur le sol jusqu'à ce que je puisse me permettre une étagère. J'ai accroché 2 chemisiers dans le placard et j'ai laissé le reste plié dans des boîtes. J'ai acheté une bouilloire bon marché et une seule tasse que j'aimais. Tout semblait temporaire, mais honnête. Marcus pensait que je restais chez une amie. Il n'a pas demandé laquelle. Cela aurait dû tout me dire. Il m'envoyait des textos quotidiens sur l'appartement, sur la logistique, sur un avenir qui, dans son esprit, était toujours verrouillé. Tu aimes le crème ou le blanc pour les murs ? Les déménageurs ont besoin d'un décompte. Je pense que l'alcôve serait parfaite pour un bureau. J'ai répondu avec parcimonie. Neutre, sans engagement. Les deux me vont. On peut régler ça. Tu as bon goût. Il ne m'a jamais demandé comment j'allais. À la fin de la première semaine, il semblait satisfait, confiant que je m'étais calmé, confiant que ce n'était qu'une phase dont je sortirais une fois que la réalité reprendrait ses droits. La deuxième semaine, c'est la réalité qui s'est présentée à la place. Mardi soir, j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'avais pas donné ma nouvelle adresse à Marcus. Pas directement, mais il avait toujours été doué pour assembler les pièces du puzzle quand cela lui profitait. J'ai ouvert la porte et son expression a changé à la seconde où il est entré. Il s'est figé. Le studio était exactement ce qu'il était, petit, démodé, clairement habité. Pas de lave-vaisselle, une cuisinière avec un brûleur qui mettait plus de temps que les autres à chauffer, une salle de bain si étroite qu'il fallait se mettre de côté pour fermer la porte. Il est resté là, les yeux balayant la pièce comme s'il traversait un récit édifiant. « C'est ici que tu logeais ?» a-t-il demandé lentement. « Oui, c'est petit. C'est abordable. » Il a froncé les sourcils. « On est sur le point d'emménager dans un appartement à 3 800 $ par mois. Pourquoi vis-tu comme une étudiante qui vient de se faire larguer ?
Je n'ai pas répondu. Il a fait quelques pas de plus, son visage se crispant à chaque détail. Il n'y a même pas de lave-vaisselle, a-t-il dit. Et attends, c'est de la moisissure dans le coin. C'est du caractère. Il s'est tourné vers moi, incrédule. Cet endroit est déprimant, Léna. C'est là que vivent les gens qui ont renoncé à eux-mêmes. C'était ça. Le même ton, la même supériorité tranquille. Ce n'est pas à propos de l'appartement, a-t-il dit rapidement, agitant une main. C'est à propos de ce que j'ai dit l'autre soir, n'est-ce pas? Que as-tu dit, ai-je demandé. Il a soupiré, déjà agacé par l'effort d'expliquer. Tu m'as mal compris. Je ne disais pas que tu n'as pas de succès. Je disais que tu pourrais avoir plus de succès. Il y a une différence. En te comparant à mon ex, je l'utilisais comme un exemple de ce qui est possible, a-t-il dit. C'est de la motivation. C'est ce que font les bons partenaires. Ils se poussent mutuellement. Je l'ai regardé. Vraiment regardé cette fois. Il y croyait complètement. Tu es si sensible parfois, a-t-il ajouté. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et inflexible. Il a bougé, mal à l'aise, non pas parce qu'il doutait de lui-même, mais parce que je ne jouais pas mon rôle habituel. Finalement, il a expiré brusquement. Tu vas te ressaisir, a-t-il dit. Tu le fais toujours. Il est parti, agacé, mais certain. Certain que c'était temporaire. Certain que mon indépendance était un caprice, pas une décision. Cette nuit-là, je me suis allongé sur mon matelas pneumatique et j'ai fixé le ventilateur de plafond qui cliquetait doucement au-dessus de moi. Il n'était pas cruel. Il était sûr de sa conviction que je m'adapterais toujours à la forme de ses attentes. Et cette certitude était exactement la raison pour laquelle cela ne pouvait pas être réparé. Au début de la 3e semaine, la pression s'est intensifiée. Sa mère a appelé 2 fois, avec ce ton que les mères utilisent lorsqu'elles prétendent être inquiètes mais demandent en réalité, « Que as-tu fait à mon fils ?» Je suis resté vague. Nous traversons une période difficile. Elle a proposé de servir de médiatrice, a suggéré un dîner de famille, une conversation, une remise à zéro, comme si le respect était un problème d'emploi du temps. Puis est arrivé le SMS de groupe. Marcus m'a ajouté à une conversation avec sa mère, sa sœur et son meilleur ami. L'objet était, mise à jour sur la planification du mariage. Des liens vers des lieux, des photos de robes, des menus de traiteur, tout envoyé avec une joyeuse présomption. J'ai regardé mon téléphone, abasourdi par l'efficacité avec laquelle un avenir peut continuer sans votre consentement. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de terriblement simple. Marcus n'était pas confus. Il avançait. La 3e semaine était différente. Il n'attendait plus seulement. Il avançait. Le chat de groupe est resté actif toute la journée. Des liens vers des lieux que je n'avais jamais visités. Des captures d'écran d'arrangements floraux. Un long message vocal de sa mère sur le fait que l'ivoire classique rendrait mieux en photo que le blanc. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. Ils ont supposé. J'ai mis la conversation en sourdine mais je ne l'ai pas quittée. Pas encore. Regarder cela se dérouler, c'était comme être derrière une vitre, observant une vie qui avait déjà continué sans moi. Ce jeudi soir-là, Marcus m'a de nouveau envoyé un texto. J'ai pris ma journée de demain pour la logistique du déménagement. Les déménageurs sont confirmés. J'ai acheté de la nouvelle literie, Pottery Barn. Cher, mais ça en vaut la peine. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. Je sais que les dernières semaines ont été difficiles, mais demain est le début de quelque chose de beau. Un nouveau chapitre. Notre vraie vie. Je t'aime. J'ai hâte de construire notre foyer ensemble. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre table. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi, non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que je me préparais à l'impact, au moment où la réalité rattraperait enfin l'élan. Le jour du déménagement est arrivé tranquillement. J'étais dans mon studio, buvant du café dans ma seule tasse préférée, quand mon téléphone a sonné vers 10 heures du matin. Le nom de Marcus s'est allumé sur l'écran. J'ai répondu. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il crié, la panique transpirant de sa voix. « Qu'est-ce que tu as fait, Léna ?»« De quoi parles-tu » ai-je demandé calmement. « Je suis à l'immeuble, a-t-il dit.
Avec les déménageurs. Le gérant de l'immeuble vient de me dire que le bail a été annulé. Il m'a remis des papiers et a dit qu'il n'y a pas d'unité réservée à notre nom. Oui, ai-je dit. C'est exact. Il y a eu une pause, 10 secondes de silence stupéfait. Tu l'as annulé, a-t-il demandé. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je n'emménage pas dans un appartement de luxe avec quelqu'un qui pense que les accomplissements de ma carrière ne sont pas impressionnants, ai-je dit. Quelqu'un qui me compare à son ex sans qu'on le lui demande, quelqu'un qui mesure ma valeur à des jalons que je n'ai pas encore atteints et décide que je suis en retard. C'était une seule conversation, a-t-il répliqué. J'avais une mauvaise journée. Mon patron a critiqué mon rapport trimestriel. Je me sentais en insécurité. Alors, tu as déversé cette insécurité sur moi, ai-je dit, et tu m'as fait sentir petite à propos du plus grand succès de ma vie. J'étais juste honnête, a-t-il dit. Tu préférerais que je mente? Que je prétende que je trouve ta carrière impressionnante alors que... Il s'est arrêté. Mais pas assez vite. Alors que quoi, ai-je demandé. Rien. Non, ai-je dit, finis ta phrase. Silence. Au revoir, Marcus. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro, son email, ses réseaux sociaux, LinkedIn aussi, parce que bien sûr, il était dessus. Venmo, tout. 20 minutes plus tard, sa mère a appelé depuis son téléphone. J'ai répondu une fois. Juste une fois. Tu dois réparer ça, a-t-elle dit sans me saluer. Mon fils est dans un parking avec un camion de déménagement et nulle part où aller. Les déménageurs facturent à l'heure. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'est? J'imagine que c'est à peu près aussi humiliant que de se faire dire que sa décennie de travail professionnel n'est pas impressionnante, ai-je répondu, parce que l'ex de votre fils gagnait plus d'argent à un plus jeune âge. Il ne le pensait pas comme ça, a-t-elle répliqué sèchement. Il le pensait exactement comme ça, ai-je dit. Et il a insisté ce matin. Tu es mesquine, a-t-elle dit. Vindicative. Aucune vraie femme ne fait ça. Je ne l'ai pas laissé en plan, ai-je dit. Il a de la famille. Il a des ressources. Ce qu'il n'a pas, c'est une fiancée prête à financer un style de vie tout en s'entendant dire qu'elle n'est pas assez bien. Elle m'a traité de cruel, d'immature. A dit que je le regretterais quand aucun homme ne voudrait de quelqu'un d'aussi fragile. Je l'ai laissé finir. Bonne journée, ai-je dit, et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, son père m'a envoyé un texto. Les vraies femmes ne font pas ça aux hommes qu'elles prétendent aimer. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assise sur le bord de mon lit, plus un matelas pneumatique, mais un vrai maintenant, simple et ferme, et j'ai écouté le calme. Pour la première fois depuis des semaines, mon téléphone a cessé de vibrer. Le silence n'était pas solitaire. Il était pur. Je pensais que ce serait la fin. Un matin dramatique, quelques appels téléphoniques désagréables, puis le silence. J'ai sous-estimé à quel point les gens s'accrochent à un récit une fois qu'ils ont décidé qui est le méchant. Le lendemain, l'histoire avait déjà commencé à se répandre. Discrètement d'abord, des regards en coin, des pauses dans les conversations, le genre d'électricité sociale que l'on ressent avant que quelqu'un ne prononce réellement votre nom. Je ne me suis pas défendu, pas immédiatement. Je suis allé au travail, j'ai participé à des réunions, j'ai examiné des budgets, j'ai présenté des prévisions. Mon équipe m'a de nouveau félicité pour ma promotion. Et cette fois, quand ils l'ont dit, je les ai crus. Non pas parce qu'ils étaient impressionnés, mais parce qu'ils respectaient le travail derrière. Ce soir-là, j'ai commandé à emporter dans un restaurant thaïlandais du coin et j'ai mangé, assise en tailleur sur mon lit. Pas encore de table, pas de canapé, juste de l'espace. Puis les messages ont recommencé. Pas de Marcus, mais de tout le monde. D'abord, sa sœur m'a envoyé un texto. Tu ferais mieux de ne pas avoir la frousse. Il a déjà versé des acomptes. Des acomptes pour un mariage que nous n'avions pas planifié ensemble. Des lieux que je n'avais jamais approuvés. Des fournisseurs que je n'avais jamais acceptés. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai posé mon téléphone sans répondre. Plus tard dans la soirée, une amie commune a appelé. J'essaie juste de comprendre, a-t-elle dit prudemment. Il dit que tu l'as ghosté, que tu as disparu juste avant le jour du déménagement sans prévenir. Je n'ai pas disparu, ai-je dit. J'ai annulé un bail que j'ai payé et je lui ai dit exactement pourquoi.
Il y a eu une pause. A-t-il vraiment dit que ta promotion n'était pas impressionnante, a-t-elle demandé. Oui. Et il t'a comparé à son ex. Oui. Une autre pause, plus longue cette fois. Oh, dit-elle doucement. C'est grave. Le changement était presque audible. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'en avais pas besoin. Le 3e jour, le meilleur ami de Marcus m'a contacté via un faux compte Instagram. J'ai presque admiré l'effort. J'essaie juste d'entendre les deux versions, commençait le message. Il s'est rapidement transformé en sermon. Comment j'avais humilié Marcus. Comment j'avais embarrassé sa famille. Comment j'avais détruit sa santé mentale. J'ai répondu avec 3 mots. Ce n'est pas mon fiancé. Puis j'ai bloqué le compte. Jour 4. Une autre amie m'a dit que Marcus était retourné vivre temporairement chez ses parents, que les déménageurs lui avaient facturé $800 pour le déplacement inutile, que les meubles qu'il avait achetés, la plupart déjà livrés, étaient empilés dans sa chambre d'enfant. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la culpabilité, de la satisfaction, de la justification. Au lieu de ça, je me sentais juste lasse. Car voici la partie que personne ne semblait comprendre. Ce n'était pas une punition. C'était un alignement. J'avais passé des années à m'adapter, mon ton, mes attentes, mes besoins, pour m'intégrer dans un avenir que quelqu'un d'autre concevait. Annuler ce bail n'était pas une vengeance. C'était une correction. Le 5e jour, une lettre est arrivée. Une vraie lettre. 5 pages manuscrites sur du papier épais avec ses initiales en relief en haut. J'ai reconnu le papier à lettres. J'avais dit une fois que c'était excessif. Il avait ri et dit, les détails comptent. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Page 1, comment osais-je lui faire ça? Page 2, il n'avait pas l'intention de me blesser. Page 3, je lui devais une vraie conversation. Page 4, un avertissement. Il avait des captures d'écran. Il pouvait dire aux gens que je l'avais abandonné. Page 5, le pardon, une offre, un moyen de revenir. J'ai plié la lettre soigneusement, les remises dans l'enveloppe et les jeté à la poubelle. Pas avec colère, mais avec détermination. Cette nuit-là, j'ai dormi sans rêve. Et quand je me suis réveillé, le monde semblait plus silencieux. Non pas parce que le bruit avait disparu, mais parce que j'avais cessé d'y répondre. À la fin de la première semaine après le jour du déménagement, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Je ne faisais plus partie de l'histoire. Du moins, pas de la version qui était racontée. Je l'entendais par bribes, dans les pauses quand j'entrais dans une pièce, dans la façon dont les conversations s'adoucissaient autour de moi, comme si les gens manipulaient quelque chose de fragile qu'ils ne comprenaient pas tout à fait. Apparemment, j'avais ghosté Marcus. Apparemment, je l'avais laissé en plan. Apparemment, j'avais paniqué et m'étais auto-saboté à cause d'un seul commentaire. Les détails changeaient selon la personne qui parlait, mais la conclusion restait la même. C'est moi qui étais allé trop loin. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que les gens passeraient à autre chose. Que la vérité avait une façon de faire surface d'elle-même. Mais la vérité ne voyage pas aussi vite que l'émotion, surtout quand quelqu'un d'autre pleure plus fort. Le 2e week-end après l'annulation, je suis allé à un dîner d'anniversaire d'un ami. Rien de dramatique, juste un rassemblement décontracté dans un restaurant de quartier. J'ai failli ne pas y aller, mais j'ai refusé de laisser mon monde rétrécir simplement parce que quelqu'un d'autre avait décidé de me réécrire. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès mon arrivée. Les sourires étaient crispés, les étreintes hésitantes. La conversation s'est arrêtée un demi-temps trop tard. Au milieu de la soirée, un de nos amis communs m'a pris à part. Je ne veux pas rendre les choses bizarres, a-t-il dit prudemment. Mais est-ce vrai que tu as juste disparu sur Marcus, comme ça, sans prévenir? Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler et j'ai tourné l'écran vers lui. Le fil de message de cette première nuit, les mots exacts, la comparaison, pas impressionnant. Il a lu en silence, son expression changeant lentement, sans équivoque. Il a vraiment dit ça, a-t-il demandé. Il l'a dit, ai-je corrigé. Mot pour mot. Il a expiré bruyamment. Waouh, a-t-il dit. Ça, ouais, ce n'est pas une mauvaise journée. C'est un état d'esprit. J'ai hoché la tête.
Il m'a offert un verre après ça. S'est excusé d'avoir supposé. A dit qu'il avait entendu une version très différente. J'imagine, ai-je dit. C'est comme ça que ça s'est passé ensuite. Une conversation à la fois, une preuve à la fois. Je n'ai jamais publié de capture d'écran, jamais rien posté publiquement. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste dit la vérité quand on me l'a demandé, et j'ai laissé les gens y réfléchir. Tout le monde ne l'a pas fait. Certains ont immédiatement choisi le camp de Marcus, disant que j'étais froide, calculatrice, trop axée sur ma carrière, comme si l'ambition était un défaut moral au lieu d'un trait qu'ils avaient admiré jusqu'à ce qu'ils cessent de leur profiter. Je les ai laissés partir. D'autres sont restés neutres, nous ont évité tous les deux, ont changé de sujet, ont pris la voie de la sagesse. Et quelques-uns, discrètement, en privé, m'ont contacté pour me dire qu'ils comprenaient, qu'ils étaient passés par là, qu'ils avaient ignoré des commentaires comme ça pendant des années, qu'ils auraient aimé partir plus tôt. Un soir, près de 2 semaines après le jour du déménagement, j'ai croisé la sœur de Marcus dans une épicerie. Elle m'a vu la première. Son chariot s'est immobilisé au milieu de l'allée. Ses yeux m'ont balayé rapidement, d'un air évaluateur, comme si elle cherchait des signes de regret. « Tu l'as vraiment blessé ?» a-t-elle dit finalement. « Je sais » ai-je répondu. Elle a semblé surprise que je n'argumente pas, mais tu sais quoi, ai-je ajouté. Lui aussi. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Elle a juste secoué la tête et s'en est allée. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Les gens n'étaient pas en colère parce que j'avais fait quelque chose de mal. Ils étaient en colère parce que j'avais fait quelque chose d'inattendu. J'étais sorti du rôle avec lequel ils étaient à l'aise, celle qui est raisonnable, celle qui pardonne, celle qui absorbe tranquillement la déception et fait avancer les choses. J'ai perturbé le récit, et la perturbation ressemble toujours à de la cruauté pour les gens qui bénéficient du statu quo. Ce soir-là, de retour dans mon studio, j'ai déballé le dernier carton. Il contenait des choses que je n'avais pas touchées depuis des années. De vieux carnets, un certificat encadré de ma première promotion, une photo de moi au début de la vingtaine, debout devant mon premier immeuble de bureau, souriant comme si je n'arrivais pas à croire que j'avais le droit d'être là. J'ai posé la photo sur l'étagère et j'ai reculé. Je ne reconnaissais plus cette femme, mais je la respectais parce qu'elle m'avait amené ici. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait de la certitude. Laissez-les raconter leur histoire. Je vivais enfin la mienne. C'est arrivé par accident. C'est ce qui a rendu les choses pires. J'étais dans un café où j'allais rarement. Trop loin de mon studio. Trop près de son bureau pour être à l'aise. Je suis entré parce qu'il pleuvait. Parce que j'avais besoin de caféine. Parce que je n'avais pas bien dormi la nuit précédente. Parce que la vie n'arrête pas d'organiser des collisions juste parce que vous avez fait une sortie nette. J'attendais ma commande quand j'ai entendu mon nom. Léna. Je savais de qui il s'agissait avant de me retourner. Marcus se tenait à quelques mètres derrière moi, tenant un gobelet en papier qu'il n'avait pas touché. Il avait l'air usé. Pas de façon dramatique, pas d'une manière qui implorait la pitié, juste un peu plus effacé, comme quelqu'un qui avait rejoué la même conversation encore et encore, espérant qu'elle finirait par changer. Il n'était pas seul. Une femme se tenait à ses côtés, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, une collègue peut-être, ou une amie enrôlée pour un soutien émotionnel. « On peut parler ?» a-t-il demandé. « Juste 5 minutes. » J'ai envisagé de dire non, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais déjà comment la conversation se déroulerait. Pourtant, j'ai hoché la tête. 5 minutes semblaient surmontables. Nous nous sommes écartés près de la fenêtre. La pluie striait la vitre en lignes inégales. J'ai fait un seul commentaire, a-t-il dit immédiatement. Pas de salutation, pas de préambule. Un seul commentaire un mauvais jour où j'étais stressé et en insécurité, et tu as détruit tout ce que nous avons construit en 3 ans. Je l'ai laissé finir. Penses-tu vraiment que c'était proportionné, a-t-il demandé. J'ai croisé son regard, calme, stable. Tu n'as pas fait un seul commentaire, ai-je dit. Tu as révélé un critère de jugement. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, ai-je répondu. Mais c'est honnête. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai eu tort, a-t-il dit rapidement. D'accord, je l'admets. Je n'aurais pas dû te comparer à qui que ce soit. Je n'aurais pas dû dire que ta promotion n'était pas impressionnante.
Il a fait une pause, observant attentivement mon visage. Elle est impressionnante, a-t-il ajouté. Tu as travaillé dur pour l'obtenir. C'était ça. La performance, le timing. C'est ce que tu veux entendre, a-t-il demandé. Parce que je le dis. J'ai secoué la tête lentement. Je voulais l'entendre quand ça comptait, ai-je dit. Pas quand il y a des conséquences. Alors c'est tout, a-t-il demandé. Tu ne vas même pas essayer de surmonter ça? J'ai essayé, ai-je dit, pendant 3 ans. Je l'ai énuméré calmement, sans colère. J'ai essayé en payant la plupart de nos dépenses communes. J'ai essayé pendant que tu traitais mon travail comme un bruit de fond. J'ai essayé pendant que tu parlais de ton ex comme d'un point de référence que je n'avais pas encore atteint. Ce n'est pas comme ça que je le voyais, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. C'est ça le problème. Sa voix s'est alors légèrement éraillée. Tu n'es pas parfaite non plus, a-t-il dit. Tu es froide. Tu te renfermes. Tu prends des décisions sans en discuter. J'ai hoché la tête. J'ai pris celle-ci sans en discuter parce que discuter n'avait pas fonctionné. Le silence s'est étiré entre nous. Les gens regardaient maintenant, pas ouvertement, mais suffisamment. Le barista avait arrêté d'essuyer le comptoir. Un couple à une table voisine avait interrompu sa conversation. Marcus a cligné des yeux avec force et a détourné le regard, sa gorge se contractant comme s'il avalait quelque chose qu'il ne voulait que personne ne voie. Sa compagne s'est approchée, une main planant près de son épaule. Elle m'a regardé comme si j'étais quelque chose de tranchant et de dangereux, comme si je l'avais ouvert en public. J'ai pris mon café quand mon nom a été appelé. J'espère que tu comprendras par quoi tu mesures vraiment les gens, ai-je dit doucement. Parce que ça ne fonctionne pas. Puis je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas ralenti. La pluie s'était transformée en une fine brume. La rue sentait le propre. Je n'ai rien ressenti de dramatique. Ni triomphe. Ni culpabilité. Juste de la distance. Et la distance, j'apprenais, est une forme de miséricorde en soi. Je pensais que le café serait la scène finale, la rencontre fortuite, l'humiliation publique qu'il s'était infligée, la sortie tranquille. C'est ainsi que les histoires sont censées se terminer, un moment de clôture nette qui permet à chacun de passer à autre chose avec un sentiment d'achèvement. Mais tourner la page est un privilège que les gens attendent quand ils pensent qu'on leur doit une explication. 3 jours plus tard, un email de la mère de Marcus a atterri dans ma boîte de réception. Elle avait trouvé mon adresse professionnelle d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas demandé comment. Je ne voulais pas savoir. L'objet était, c'est de ta faute. L'email était court, direct, furieux. Tu as détruit mon fils. Il ne mange plus. Il ne dort plus. Il parle de tout laisser tomber et de déménager à l'autre bout du pays pour tout recommencer. C'est ta responsabilité. Tout ce qu'il a fait, c'est partager ses sentiments honnêtes avec toi, et tu l'as puni pour ça. Ce n'est pas de la force. C'est de la cruauté. Ne contacte plus jamais cette famille. Je l'ai lu une fois, puis une autre, lentement. J'ai attendu que quelque chose monte en moi. La colère, la défensive, l'envie de m'expliquer une dernière fois. Rien n'est venu, parce que j'ai enfin compris quelque chose qui a tout mis en place. Il ne voulait pas d'explication. Il voulait une confession, des excuses qui restaureraient la version des événements où Marcus était la partie lésée et où j'étais l'instable qui ne pouvait pas supporter la vérité. Je n'allais pas leur donner ça. J'ai archivé l'email. Sans réponse. Cet après-midi-là, je suis allé me promener après le travail. Pas d'écouteurs, pas de destination, juste du mouvement. La ville bourdonnait autour de moi. Des gens se disputant au téléphone, riant sur les trottoirs, vivant des vies entières qui n'avaient rien à voir avec ma rupture. C'était étrangement ancrant. 3 ans avec quelqu'un ne disparaissent pas simplement parce que vous décidez que ça doit se terminer. Il y avait de bons souvenirs enfouis dans les décombres. Des voyages que nous avions faits. Des blagues que nous seuls comprenions. Des nuits où l'on se sentait en sécurité simplement parce que nous étions ensemble. Perdre ça faisait encore mal. Mais la douleur n'était pas la même chose que le regret. Le regret aurait signifié rester. Ce soir-là, je me suis assise par terre dans mon studio et je me suis appuyée contre le mur, mangeant des restes directement dans le récipient. L'espace était calme. Pas de commentaires,
pas de correction, personne n'évaluant si mes choix étaient assez impressionnants pour mériter une approbation. Mon téléphone a vibré une fois. Un texto d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai bloqué. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai laissé le silence s'installer. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je n'avais plus l'impression de réagir. Je me sentais achevé. Cela fait environ 6 semaines depuis le jour du déménagement. Assez longtemps pour que le bruit s'estompe. Assez longtemps pour que des habitudes s'installent. Assez longtemps pour que je fasse la différence entre le manque de quelqu'un et le manque de la personne que je pensais qu'il était. Le studio ne semble plus temporaire. J'ai acheté un vrai canapé le week-end dernier. Rien d'extraordinaire, un canapé d'angle gris d'un magasin de meubles d'usine qui sentait légèrement la poussière d'entrepôt et le tissu neuf. Je l'ai monté moi-même par les escaliers parce que l'immeuble n'a pas d'ascenseur. Et quelque part entre le 2e et le 3e étage, j'ai ri aux éclats, en sueur, à bout de souffle, étrangement fier. J'ai accroché quelques œuvres d'art au mur. Pas cher, juste des choses qui donnaient à l'espace une impression d'être à moi. Une bonne cafetière trône maintenant sur le comptoir. Le genre qui rend les matins plus faciles sans prétendre être luxueux. C'est petit, mais c'est honnête. Le travail a été bon, chargé, stimulant de la manière qui vous aiguise au lieu de vous épuiser. Mon équipe me traite différemment maintenant, non pas à cause du titre, mais parce que j'ai arrêté de m'excuser de prendre de la place. Mon patron a mentionné presque nonchalamment que je suis déjà considéré pour le prochain niveau dans quelques années. Plus avancé que quiconque ne s'y attendait. Imaginez ça. Je n'ai pas eu de nouvelles de Marcus directement depuis des semaines. Le réseau d'amis communs s'est pour la plupart calmé. Quelques personnes ont choisi son camp. Quelques-unes ont choisi le mien. La plupart ont fait ce que les adultes finissent par faire quand le drame perd de sa nouveauté. Ils sont passés à autre chose. Parfois, tard dans la nuit, je pense encore au bon moment. 3 ans, ce n'est pas rien. Nous avons eu de vrais moments. Du confort, de la familiarité, des blagues privées qui auraient encore du sens si je les entendais aujourd'hui. Perdre ça fait mal même lorsque la perte est nécessaire. Mais ensuite, je me souviens du son de sa voix quand il a dit que ma promotion n'était pas impressionnante. La facilité avec laquelle il m'a comparé à quelqu'un d'autre alors que je me tenais là, tenant du champagne et des fleurs, essayant de partager ma joie avec la personne que j'aimais. Et je sais que j'ai fait le bon choix, parce que ce n'était pas une mauvaise journée. C'était une vision du monde. Une vision du monde où l'amour est conditionnel, où la valeur est mesurée, où le succès n'est impressionnant que s'il dépasse le calendrier de quelqu'un d'autre. Je ne vis pas dans un appartement de luxe avec vue sur la ville. Je vis dans un petit studio avec des carreaux de salle de bain hexagonaux et une vue sur le parking. Mais je vis aussi sans quelqu'un qui pensait que je n'étais pas assez. Et cet échange, il valait chaque mètre carré.